Nous sommes donc de retour en direct sur le plateau de TV Finance dans cette édition du 20 février 2026 de votre quotidienne, de votre matinale qui s'attache à comprendre l'actualité, la travailler, la modéliser, l'objectiver et vous la proposer pour que vous puissiez bien en conséquence à travailler vos portefeuilles et vos stratégies de portefeuille, bien tout simplement comprendre un monde dont les paradigmes s'effondrent les uns après les autres. Et pour ce faire, pour continuer dans cette logique comparative, eh bien, j'ai le plaisir de retrouver David Furcage. Bonjour David. Hello lui Antoine. Bonjour David, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. David Furcage, vous êtes président de iWave Capital, CEO de iWave Capital, avec nous donc tous les vendredis pour nous aider à comprendre les marchés financiers, comment ils évoluent, à quoi ils font attention, sur quels indicateurs ils se basent plus que d'autres, comment lire les différents indicateurs qui entourent, qui englobent la sphère financière, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Et pour ce travail, eh bien, écoutez David, nous vous remercions. On va commencer. Donc le thème de votre intervention aujourd'hui, c'est les 100 jours de Donald Trump à la Maison-Blanche. Qu'en est-il? Quel bilan tirer et quel bilan vous tirez-vous de ces 100 premiers jours du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche? Alors oui, mon propos d'aujourd'hui était d'évoquer, d'étayer, d'analyser ce qu'il s'est passé après les élections présidentielles au cours des 100 premiers jours et donc à froid et après à l'issue des 250 premiers jours sur les marchés boursiers, sur l'inflation et sur le risque en général. Vous savez, et nous savons que pour le ménage américain, il est extrêmement important que les marchés financiers soient soutenus puisque c'est là qu'ils capitalisent leur retraite. Alors l'infographie que vous avez sous les yeux représente justement la réaction à froid du marché financier, notamment de l'indice SP500, à l'issue de 100 jours de règne de chaque président ici depuis la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc d'un côté, en haut à droite, eh bien, ceux qui ont marqué une forte performance à l'issue des 100 jours, et en bas à gauche, qui, au contraire, ont provoqué un drawdown assez important. Et évidemment, la drawdown, c'est une notion de risque. Ce que l'on peut observer en haut à droite, c'est qu'à l'issue des 100 premiers jours, eh bien, on retrouve en tête Biden avec presque 11% de performance sur le S&P américain, donc le marché américain, suivi de Kennedy, de George Washington, de George Bush et du premier terme, par exemple, de Trump, donc Trump 1, avec 5,3% de performance sur le SP500 après 100 jours. Sur la partie basse, en revanche, eh bien, ce que l'on peut retrouver, c'est que le second mandat de Trump a provoqué en revanche beaucoup de craintes, et il se situe justement tout en bas du classement, et ce qui indique que la politique initiale de Trump, évidemment celle relative aux tarifs, a provoqué beaucoup de remous et également beaucoup de risques sur les marchés financiers et d'incertitudes, avec une performance négative au bout de 100 jours de 7% quasiment, donc relative, je répète, au second terme de Trump. Voilà, donc ça c'est un peu la réaction à froid. Qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés financiers, ou plus particulièrement au bout de 100 jours, sur le SP500? Est-ce que c'est plutôt les démocrates ou les républicains qui ont provoqué plus de risques ou non? En fait, on se rend compte qu'il y a un peu de tout, et finalement, on ne peut pas vraiment extrapoler de conclusion dans ce match républicain contre démocrate à l'issue de 100 jours de gouvernance sur le SP500. Bien sûr, hein, donc effectivement, le protectionnisme américain qui n'a pas de couleur politique. Ceci étant, j'apporterai un petit bémol à votre graphique, David, une légère pondération. Courant pour le second mandat de Donald Trump, il ne faut pas oublier que dans ces 100 jours, il y a la chute du secteur de la tech américaine qui a profité, qui est à marquer quand même d'une pierre blanche, qui est à matérialiser. Ça n'est pas que de la politique commerciale ou de la politique intérieure face auquel les investisseurs se sont rabroués. C'est surtout c'est de la microéconomie, c'est lié aux investissements massifs réalisés par les acteurs de la tech et face auxquels les investisseurs se sont montrés démunis et ont changé de philosophie. Dans ces 100 premiers jours, qu'est-ce qui s'est passé? Les investisseurs sont passés d'une logique de long terme à une logique de court terme sur les retours sur investissement pour les géants de la tech.
peut-être que sans cela, le second mandat de Donald Trump serait en territoire positif. Ah, alors là, OK pour, la manière dont vous souhaitez pondérer et nuancer, le discours et me challenger. Simplement, nous avons vu, au cours des précédentes émissions, quasiment à chaque fois que la volatilité, avait, largement augmenté. La volatilité implicite du SP 500 avait largement augmenté à partir du moment où Trump a été élu. Donc, Trump, de par notamment sa politique commerciale, et les droits de douane et cetera, a instauré une certaine forme d'incertitude qui s'est matérialisée dans la volatilité implicite et évidemment le SP 500 a chuté. D'ailleurs, sur la partie en bas à droite du graphique, vous pouvez observer les 100 premiers jours de Trump avec un max drawdown qui est assez important, autour de 16,9%. Et ça, ce n'est pas uniquement la tech, comment dire, l'évolution de la tech et un mouvement de rotation sectorielle qui a plombé le marché, mais vraisemblablement, en tout cas pour moi, sa politique assez agressive à l'égard de ce qu'on appelle les tarifs en américain. De toute façon, l'évolution du dollar, l'évolution du cours de l'or, cette dédollarisation dont beaucoup parlent, effectivement, est notamment liée à la non-visibilité que les investisseurs de l'économie américaine, que l'économie américaine pouvait offrir aux investisseurs. On le sait très bien. D'ailleurs, il suffit de voir l'évolution des rendements par ailleurs. Pourquoi le dollar était une valeur refuge? Tout simplement parce il offrait liquidité, visibilité et rentabilité. Eh bien, tout ce qui n'est plus le cas aujourd'hui concernant l'économie américaine, même si aujourd'hui, dans un contexte géopolitique plus assourdissant, plus pesant, le dollar commence peut-être à faire office de nouveau de valeur refuge. Donc oui, vous avez raison, mais d'un autre côté, les pondérations, c'est toujours bien quand on est analyste d'en amener. On poursuit avec l'évolution du S&P 500, David. Le S&P 500, alors pareil, toujours dans cette logique partisane, enfin cette logique des 100 premiers jours des présidents républicains ou démocrates à la tête de la Maison-Blanche, eh bien, on se rend compte que le S&P 500, c'est Obama qui finalement a apporté le plus au marché boursier lors des 100 premiers jours de son mandat. Alors ça, c'est sur les 100 premiers jours. Là, on va passer maintenant à l'année qui a suivi les élections de chaque président depuis 1990 et je vous ai concocté un graphique pour vous représenter précisément ce qui s'est passé sur le SP 500 à l'issue du première année de mandat de chacun des présidents américains. Donc le graphique que vous avez sous les yeux est un graphique de performance assez classique, en baissant. Donc on commence à côté, enfin à visualiser l'évolution du SP 500 à partir du jour 1 de l'investiture du président, à partir du moment où il a pris les commandes au bureau ovale, et on regarde ce qui s'est passé 250 jours après. Et là, vous avez donc l'évolution du SP 500 en baissant à l'issue donc des 1 an de présidence de chacun des présidents depuis 1990, de sorte de pouvoir observer un petit peu ce qui s'est passé sur les marchés financiers, et notamment sur le SP 500, et de voir s'il y a quelque chose qui se détache entre un match entre, d'une part, les démocrates et d'autre part, les républicains. Ce que l'on peut observer sur la partie basse du graphique, c'est que Bush 1 et Bush 2 se situent sur la présidence la plus, je dirais pas mauvaise, parce que ce n'est pas vraiment le cas, ce n'est pas un jugement, mais la moins favorable pour les marchés financiers, puisque Bush 1, effectivement, au bout d'1 an, a provoqué, en tout cas pas provoqué, je dirais, mais on observe une performance de moins 16% sur le SP 500, suivi de Bush 2, la plus mauvaise performance, 7,3%. Cela dit, sur ce graphique, ce qui est important, c'est de pondérer par la situation macroéconomique auquel chacun de ces présidents a dû faire face. Par exemple, Bush 1, effectivement, sur la partie basse du graphique, moins 16% de performance. Cela dit, dès qu'il est rentré au pouvoir, il a dû faire face à la crise des subprimes, dont il n'est pas lui-même l'auteur. Il a hérité d'une situation. Voilà. Pardon, des dot-com, excusez-moi. Bush 1, c'est les dot-com. Voilà. Les dot-com. Il a Oui, par ailleurs, il a dû faire face à un petit bruit géopolitique le 11 septembre aussi. Tout à fait, exactement. Donc il a fait face à la chute des dot-com, il a fait face au 11 septembre, à un début de contestation, un acte de terrorisme, de super-terrorisme à l'encontre des États-Unis. Donc ce Bush 1 est à pondérer par des événements macro et géopolitiques qui, en réalité, le dépassent par rapport à son mandat à l'issue d'un an
d'un an de pouvoir et de gouvernance. Sur la partie haute du graphique, on retrouve Obama en premier avec une performance de 41,3%. Mais celui-ci hérite de la situation en 2009 des subprimes et quand il rentre au pouvoir en réalité, il tombe effectivement sur le rebond extrêmement puissant qu'il y a eu à l'issue de la crise des subprimes. Donc cette performance de 41,3% ne lui est pas vraiment à lui allouée d'un point de vue de sa gouvernance économique et financière. Voilà, donc il bénéficie ici d'un rebond assez puissant dont il n'a rien à voir en réalité. Voilà. Et en fait, ce que l'on voit ensuite, donc si on retire un petit peu ces extrêmes, on peut apercevoir qu'en fait, le match entre d'une part les républicains et d'autre part les démocrates, un peu donc là, sur la partie du milieu du graphique, on retrouve depuis Bush 2 en bas jusqu'à Clinton 2, est en réalité assez concentré, avec, il est vrai, une performance quand même assez disparate, puisque Bush 2, performance de 7,3%, alors que Clinton 2 en 1997, performance de 26%. Mais on voit que quand on retire les extrêmes en haut et en bas, eh bien, la performance est assez concentrée. À noter également que Biden, avec une performance de 7,4%, après un an de pouvoir, a dû faire face à la crise du Covid. Voilà, donc encore difficile ici de départager finalement ce match entre démocrates et républicains à l'égard de ce que l'on observe ici sur ces courbes. Du coup, on peut se poser la question, est-ce que finalement ce sont les républicains ou les démocrates qui sont les meilleurs d'un point de vue des marchés financiers? À l'issue de ce graphique, finalement, ça semble assez enfin, une fois on a retiré les extrêmes et qu'on pondère par ce à quoi tel et tel président a dû faire face, difficile en fait de répondre à la question et c'est pourquoi peut-être on trouvera une réponse dans l'infographie suivante. Ouais, très clair, effectivement. Quand on est la première économie du monde, de toute façon, quoi qu'il arrive, on est forcément soumis aux aléas conjoncturels, aux aléas économiques, géopolitiques, monétaires, conjoncturels du reste de la planète. Donc, par conséquent, ça a forcément un impact sur l'évolution des trajectoires nationales, de la trajectoire nationale. Effectivement, on va finir avec. Alors, donc, vous avez fait référence à cette notion de Max Drawdown. Max Drawdown, c'est une notion de gestion de risque, en gros, très clairement, que vous appliqué à l'évolution de l'inflation. Juste pour ne pas perdre nos téléspectateurs, un MDD, un Max Drawdown négatif, très négatif, ça signifie un risque très élevé. Et oui, tout à fait. Le max drawdown, c'est la perte maximale que un investisseur peut subir sur un portefeuille. Donc le max drawdown, c'est l'écart entre un plus haut de marché et un plus bas de marché sur une certaine période. Effectivement, par exemple, la crise du Covid a provoqué un max drawdown. La crise des subprimes a provoqué un max drawdown. Effectivement, si on se positionnait sur le top de marché et qu'on regardait ce qui se passe en bas de cycle, eh bien, on a perdu peut-être potentiellement, évidemment, si on a solvé sa position, une certaine valeur qui correspond au max drawdown, c'est la perte maximale d'un portefeuille sur une période donnée. Alors, à nouveau, histoire de renforcer un peu ce que j'ai évoqué sur la graphique qui précédait, je l'ai transformé dans un fichier Excel pour comprendre un petit peu mieux, pour essayer de mieux visualiser ce qui s'est passé entre démocrates d'une part et républicains d'autre part. Eh bien, sur la partie bleue, donc les démocrates, sur la partie comment dirais-je, grisâtre ou crème, les républicains. Ce que l'on peut observer, c'est que entre le plus mauvais président, mais il ne s'agit pas ici de donner des bons points ou des mauvais points, mais le plus mauvais président en matière de marché financier fut Bush 1 et Bush 2, avec un max drawdown et une performance sur le SP500 une performance qui est pas la meilleure, un max drawdown qui est souvent le plus élevé. Et donc, Bush 1 et Bush 2, en fait, bon, on sait qu'il y a eu pour lui, il a fait face effectivement à la crise des dot-com, mais n'a pas bénéficié, en fait, en tous les cas, des meilleures performances et des meilleurs risques pour le contribuable américain. Clinton a été, en revanche, un peu plus clément, enfin pas plus clément, mais ce qui s'est passé sur les marchés financiers à l'ère Clinton a été plus acceptable, avec une performance du SP500 qui a été assez intéressante, jusqu'à 25,99% lors de son mandat à l'issue d'un an de mandat en 1997. Et vous voyez sur la partie à droite, une inflation assez maîtrisée à 1,63%. Ce qui est important pour le marché, pour le ménage américain, c'est d'une part la progression du marché américain, puisque c'est comme ça qu'il
qu'il s'occupe de sa retraite, qu'il met de l'argent de côté, mais également l'érosion de son pouvoir d'achat. Donc plus l'inflation est faible, eh bien l'érosion de son pouvoir d'achat reste mesurée, et plus le marché progresse, mieux c'est pour ses pensions et son régime de retraite. Donc Clinton 1 et Clinton 2, plutôt favorables, avec un max drawdown assez faible, une belle performance et une inflation mesurée au bout d'1 an de pouvoir. Alors, bon, je ne vais pas faire tout le tableau comme ça, je laisserai à vos auditeurs et à vos spectateurs l'occasion de revoir la vidéo, mais je vais m'intéresser à la partie basse, sur les moyennes observées entre démocrates et républicains. Donc, sur la partie basse du graphique, représente la moyenne depuis donc quasiment, enfin depuis les années 90, de ce match républicain contre démocrate. Alors, toute chose égale par ailleurs, sans tenir compte des crises par-ci par-là et des aléas auxquels ces présidents ont dû faire face, la performance du SP500 en moyenne des démocrates du marché américain lorsque l'économie américaine était sous gouvernance démocrate a été au bout d'un an de 23,30%, à comparer à 6,85% en moyenne pour les présidents républicains. Donc ça, c'est assez intéressant. Évidemment, on pourrait encore retirer les aléas de marché, mais voilà, on regarde les choses, toutes choses égales par ailleurs, sans tenir compte d'aucun aléa. En moyenne, la performance réalisée du marché lorsqu'il y a eu gouvernance de démocrates est beaucoup plus importante que celle des républicains. Il y a un rapport presque de 1 à 4, puisque on compare 6% de performance du SP500 contre environ 24% de performance pour les démocrates au bout d'un an de gouvernance, et donc ce qui s'est passé sur les marchés financiers. Ce qui est très intéressant encore, c'est que le max drawdown des démocrates au bout d'un an, de marché, est encore significativement inférieur à celui des républicains. On compare à peu près 10% de max drawdown pour les démocrates contre 14% environ pour les républicains. Donc un écart de 4 points en matière de risque. Et alors, semble-t-il en tout cas, toujours pareil, en matière d'érosion du pouvoir d'achat des Américains, finalement, l'inflation a été sensiblement supérieure du côté du camp démocrate à 3,16%, à comparer à 2,44% pour les républicains. Donc si on devait un petit peu parier maintenant à l'aune de ce qui est évoqué ici, ce qui n'a pas une valeur extravagante, mais qui donne quelques points de réflexion en rapport à la gouvernance américaine, démocrate versus républicain, et ce qui se passe du côté de l'inflation et de la performance des marchés américains, eh bien, si l'on regarde ce tableau-là, à l'issue de notre analyse, qui vaut ce qu'elle vaut, ce n'est pas inscrit dans le marbre, bien évidemment, eh bien, le camp démocrate, toute chose égale par ailleurs, lorsqu'on le retire les phénomènes de crise et autres aléas macroéconomiques et ou géopolitiques, les démocrates remportent le match. Écoutez, David, merci beaucoup pour cette démonstration magistrale, extrêmement intéressant. Ces différentes données qui permettent effectivement peut-être de faire un peu de prospective. Et c'est tout l'enjeu de ces analyses, de votre travail. Et écoutez, David, merci beaucoup. David Furcage, CEO de iWave Capital, avec nous donc tous les vendredis matin, et pour décortiquer les marchés financiers, décortiquer leurs évolutions, décortiquer leurs fondements également. Et pour ce faire, écoutez, David, merci beaucoup. À très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end. De notre côté, on va poursuivre le fil de notre émission, tout en gardant cette philosophie d'analyse, d'explication, de décryptage, avec Éric Galliec, directeur de la recherche chez FiAdvisor Balkan, qui va revenir pour nous sur les principaux faits marquants de l'actualité de cette semaine et leur impact sur les marchés actions notamment, pour en déduire une stratégie d'investissement. À tout de suite sur Téléfinance.